J'étais partie quelques jours rendre visite à une vieille amie. Un simple voyage, rien de spécial. En sortant de la voiture et en remontant l'allée, j'ai tout de suite compris que quelque chose clochait. La lumière du porche était éteinte. La maison était plongée dans le noir. Ma valise était posée à côté d'une boîte de rangement en plastique. Dessus, mes affaires. Un oreiller que j'avais confectionné il y a longtemps, ma lampe de chevet, 2 photos encadrées et un mot, plié en 2 et maintenu par un aimant. C'était l'écriture de mon fils. Il disait « Désolé, maman. Il n'y a plus de place pour toi. » 6 mots. Sans prévenir. Sans raison. Je suis restée là un moment. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas frappé à la porte. J'ai pris ma valise et les photos. J'ai glissé la lampe sous mon bras et je suis partie. Personne n'a regardé par la fenêtre. Personne n'a ouvert la porte. Le silence était plus pesant que n'importe quel cri. Au coin de la rue, je me suis retournée une dernière fois. Le porche était toujours plongé dans l'obscurité. J'ai continué mon chemin. Ce premier soir, je me suis assise sur un banc près du jardin communautaire, à quelques rues de là. C'est là que mon fils et moi travaillions ensemble quand il était plus jeune. Nous y avions construit un composteur. Je lui avais appris à couper les herbes aromatiques sans les abîmer. Maintenant, assise au même endroit, plus âgée et raide, j'essayais de comprendre ce qui venait de se passer. Le soleil se levait quand je suis allée à l'arrêt de bus. Je ne savais pas où j'allais. J'avais juste besoin de bouger. En fin de matinée, je me suis retrouvée à longer une rangée de maisons mitoyennes près du parc. Mon fils et sa femme avaient parlé de déménager dans un endroit comme celui-ci. J'ai regardé par la fenêtre de l'une d'elles. J'ai vu mon fils debout près de la table à manger. Sa femme était assise en face de lui, les yeux rivés sur des papiers. Leurs visages étaient proches. Ils avaient tous de l'air sérieux. Elle a ri. Il a esquissé un sourire. Elle a brandi quelque chose. On aurait dit une brochure immobilière. Il y avait la photo d'une cuisine avec des plans de travail blancs. Elle l'a pointé du doigt, enthousiaste. Mon fils a détourné le regard. Il prit une tasse, mais n'y but pas. Son regard se porta vers la fenêtre. Un instant, je crus qu'il m'avait vu, mais il ne bougea pas. Sa femme dit quelque chose et il hocha lentement la tête. Ses épaules s'affaissèrent, comme à l'adolescence, quand il ne voulait pas se disputer. C'est alors que j'ai commencé à comprendre. Tous ces petits détails des derniers mois s'assemblèrent comme les pièces d'un puzzle. Le moment où sa femme s'était occupée des factures. La façon dont mon fils évitait de parler de la maison. Du courrier étrange à son nom, à mon adresse. De brèves pauses dans sa voix. J'avais manqué tous les signes. Ou peut-être avais-je simplement choisi de les ignorer. Je m'éloignai de la fenêtre. J'avais les jambes lourdes, non pas de fatigue, mais d'une douleur que je ne parvenais pas encore à exprimer. Je marchai jusqu'au lac près de la bibliothèque. Je m'assis sur un muret et laissai le silence m'envahir. Je ne pleurais pas. Mais pour la première fois depuis que j'avais lu ce mot, je me demandais jusqu'où cela allait vraiment. Quand tout avait commencé. Le lendemain matin, je suis allée à la bibliothèque municipale. La batterie de mon téléphone était à plat et je n'avais pas emporté de chargeur. J'ai trouvé un coin tranquille près d'une fenêtre et j'ai branché mon téléphone. Une notification est apparue. Un appel manqué de mon fils. Pas de message. Juste l'horodatage de la veille. Il n'avait pas rappelé. J'ai éteint l'écran. Puis j'ai entendu quelqu'un prononcer mon nom. Je me suis retournée et j'ai vu une ancienne collègue, quelqu'un que je n'avais pas vu depuis 6 ans. Elle s'appelait Diane. Nous travaillions ensemble dans le service d'analyse des assurances. Elle était brillante et perspicace. Le genre de personne qui lit les petites lignes avec une extrême attention et qui ne rate jamais une échéance. Nous nous sommes embrassés et nous nous sommes installés pour prendre un café. Après quelques banalités, Diane s'est penchée vers moi et m'a confié quelque chose.
Elle avait croisé la femme de mon fils lors d'un salon de l'immobilier une semaine auparavant. Elle parlait de vendre bientôt la maison. Elle disait qu'il s'intéressait à un nouveau programme immobilier. Diane pensait que j'avais déjà déménagé dans un logement plus petit. Je n'ai pas répondu tout de suite. Diane a lu sur mon visage. Elle se redressa et dit « Il y a quelque chose qui cloche ». J'ai simplement hoché la tête. Diane m'a demandé si j'avais toujours accès au titre de propriété. J'ai répondu « Je l'avais ». Elle m'a conseillé de vérifier les informations relatives à la propriété. Elle m'a raconté avoir déjà traité un cas où une belle-fille détenait une procuration. Elle avait fait placer sa belle-mère en maison de retraite et avait vendu la maison en moins de 6 semaines. J'ai senti toute la couleur quitter mon visage. Non pas par peur, mais en reconnaissant tout ce que j'avais ignoré. Les fois où sa femme avait proposé de payer les factures. L'avis d'assurance que mon fils avait oublié de me donner. Le chéquier disparu au printemps dernier. Rien de tout cela n'était un hasard. Diane m'a proposé son aide. Elle faisait encore du conseil auprès de femmes confrontées à des situations familiales difficiles. Plus tard dans la journée, j'ai loué une petite boîte aux lettres à la poste. Mon nom, mon adresse. Même si ce n'était qu'un tiroir métallique dans un bâtiment administratif, c'était un endroit que je pouvais contrôler. Ce soir-là, j'ai ressenti autre chose que de la tristesse. Une sorte de force tranquille. J'avais encore la clé de mon ancien atelier. Il se trouvait au-dessus d'une vieille librairie. Je n'y étais pas allé depuis plus de 5 ans, mais ma main savait encore comment ouvrir la serrure. La porte était un peu déformée. Alors j'ai dû forcer pour l'ouvrir. C'est dans cet atelier que je recevais mes clients il y a des années, après le décès de mon mari, quand la maison était trop chargée de souvenirs. J'avais conservé le bail, comme un havre de paix à moi. L'air sentait la poussière et l'huile de citron. Il y avait une légère odeur d'encre d'imprimante et de lavande séchée. J'ai lentement fait le tour de la pièce, effleurant la vieille bibliothèque, passant mes doigts sur le bureau où je triais autrefois les dossiers de femmes veuves, sans personne pour les aider. Dans le meuble du fond, sous de vieux dossiers, j'ai trouvé ce qu'il me fallait, l'acte de propriété original de la maison. La copie officielle du titre de propriété. Tout était encore à mon nom. Le nom de mon fils n'y figurait nulle part. Il n'était même pas mentionné parmi les bénéficiaires. J'ai étalé tous les documents sur le bureau. J'ai trouvé plus que l'acte de propriété. Il y avait aussi la convention de copropriété que mon mari et moi avions signée lors de l'achat de la maison. Il était stipulé qu'en cas de décès de l'un de nous, l'autre hériterait de tout. Mon fils n'y avait jamais été ajouté. Nous n'en avions jamais parlé. Nous voulions qu'il construise sa propre vie, pas la nôtre. Puis j'ai trouvé les factures, eau, électricité, ordures ménagères. Toutes les plus récentes avaient été modifiées. Mon nom avait disparu. Il m'avait effacé rapidement et discrètement. Avec une extrême précaution. Un formulaire portait une signature qui n'était pas la mienne. Ils avaient falsifié ma signature. C'était fait vite. C'était fait sans effort. Comme une opération chirurgicale. Je n'ai pas pleuré. Je me suis levée et j'ai ouvert le petit coffre-fort ignifugé sous mon bureau. J'y ai déposé l'acte de propriété. J'y ai ajouté l'ancien contrat. J'y ai ajouté une copie de ma carte d'identité et le dernier avis d'imposition où figurait encore mon nom. Puis j'ai verrouillé le coffre. J'ai jeté un dernier coup d'œil autour de la pièce. J'ai refermé la porte doucement. Non pas par peur. Simplement parce que quelque chose d'important avait été brisé. Le lendemain matin, je me tenais devant un immeuble de bureaux, serrant une enveloppe contre mon manteau. À l'intérieur se trouvaient tous les documents que j'avais trouvés. Je suis allé voir Diane. Elle a tout examiné sans dire un mot. Elle a lu chaque page lentement. Puis elle s'est adossée et a dit « Ce n'est pas une erreur. Ils essaient de vous éliminer. Et je pense qu'ils savent que vous ne vous défendrez pas.
Ces paroles ne m'ont pas blessé. Elles venaient de combler un vide qui durait depuis longtemps. Un vide que j'occupais autrefois, celui de quelqu'un qui passait à l'action. Diane a passé un coup de fil et m'a donné le nom d'une avocate, Ashley Sterling. Retraitée, elle s'était spécialisée dans la protection du patrimoine des femmes âgées. D'après Diane, elle ne se contentait pas de lire des contrats, elle savait lire les gens. 2 jours plus tard, je me tenais sur le perron du bureau d'Ashley. C'était petit et paisible. Une balancelle en bois blanc se balançait au gré du vent. Ashley m'a salué d'un signe de tête calme et m'a fait entrer. Elle était plus âgée que moi, peut-être 5 ans de plus, avec des cheveux gris courts. Elle avait une présence qui imposait le respect sans avoir besoin de prendre de la place. Je lui ai tout donné. Elle a lu lentement. Une fois terminée, elle a joint les mains et a parlé clairement. Le fait est que vous êtes toujours le seul propriétaire légal. Les changements de fournisseur d'énergie, de réexpédition du courrier et d'adresse sont dus à des circonstances particulières. Il ne s'agit pas d'un transfert légal. Mais s'ils essaient de s'en servir pour forcer une vente ou obtenir un nouveau prêt, cela constitue une fraude. J'ai senti la chaleur me revenir aux joues. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point j'avais eu froid. Ashley m'a expliqué la marche à suivre. Une lettre officielle leur demandant d'arrêter, une notification au greffe du comté pour signaler toute tentative de transaction, et des documents déposés pour retarder tout transfert non autorisé du titre de propriété. Ce n'était pas spectaculaire, mais ça fonctionnerait. Nous avons tout imprimé ce jour-là. J'ai signé avec un stylo qui ne tremblait pas. Diane a fait livrer les lettres par coursier au bureau de mon fils et au lieu de travail de sa femme. Ashley a également suggéré de déposer un avis de protection auprès du service du cadastre. Cela alerterait les banques et les agents immobiliers du secteur. Toute réclamation concernant la maison qui ne proviendrait pas de moi devrait être traitée avec prudence. Cela ne les arrêterait pas complètement, mais cela les ralentirait. Cet après-midi-là, je me suis regardé dans le miroir accroché dans le couloir du bureau d'Ashley. J'avais l'air fatigué. Mais derrière mon regard, quelque chose de nouveau était apparu. Une certaine assurance. Une limite avait été fixée. Ils n'avaient pas tout pris. Ils avaient simplement supposé que je garderais le silence. Et cette erreur leur coûterait cher. À la fin de la semaine, toutes les lettres avaient été envoyées. L'une par coursier au cabinet d'avocat de mon fils, en centre-ville. Une autre au lieu de travail de sa femme, à la clinique de bien-être où elle gérait les plannings et les finances. Une autre copie avait été déposée au bureau du comté, signalée et scellée. Je n'avais parlé à aucun d'eux depuis que j'avais quitté la maison ce matin-là avec ma valise. Puis, un mercredi après-midi tranquille, mon téléphone s'est mis à sonner. C'était mon fils. J'ai laissé sonner. Il a rappelé. Et encore. Pas de message, pas de SMS. Il n'arrêtait pas d'appeler, à intervalles espacés comme s'il cherchait à me prendre au dépourvu. Au 6e appel, sa femme m'a enfin envoyé un SMS. Le message était court. Tu n'étais pas obligé d'aller aussi loin. Je suis resté longtemps sans voix. Je n'ai pas répondu. Mais plus tard dans la soirée, j'ai envoyé une phrase. Tout a une raison. Ça aussi. Je savais que le silence en dirait plus long que n'importe quelle explication. Le lendemain matin, après le lever du soleil, je suis passé devant mon ancien quartier. Je ne suis pas allé à la maison. J'ai simplement longé le trottoir près du parc, en passant devant le jardin où j'emmenais mon fils quand il était petit. Je voyais le jardin de loin. Les stores étaient baissés. À midi, Diane m'a appelé. Mon fils avait envoyé un courriel à son bureau pour savoir si les documents étaient authentiques. Ashley a répondu elle-même. Elle a confirmé que l'injonction de cesser et de s'abstenir était en vigueur. Elle a donné son numéro de licence et lui a indiqué où trouver les registres fonciers officiels s'il voulait vérifier. Aucune menace, aucune accusation. Juste un mur de faits. Ce soir-là,
Mon fils est arrivé à mon atelier. Il a frappé et a attendu longuement. J'ai entrouvert la porte juste assez pour apercevoir son visage. Ses yeux étaient fatigués. Pas en colère, juste perplexe. Il m'a demandé si on pouvait parler. Je me suis écartée, non pas pour le laisser entrer, mais pour lui montrer que je n'avais pas peur. Il s'est tenu près de la fenêtre et a regardé les papiers sur ma table. Il a dit qu'il n'était pas au courant de tout. Il a dit que sa femme avait pris les devants parce qu'elle pensait que j'avais besoin de repos. Il a dit que ça n'aurait pas dû aller aussi loin. Je ne l'ai pas interrompu. Finalement, je lui ai posé une question. Non pas en tant que mère, mais en tant que femme s'adressant à un homme adulte qui aurait dû être plus responsable. Pourquoi ne l'as-tu pas arrêté? Il a baissé les yeux. Sa réponse est venue lentement. Parce que je ne voulais pas de conflit. Parce que c'était plus facile de prendre du recul. Parce que je ne pensais pas que tu réagirais. Ce n'était pas de la cruauté. C'était de la faiblesse. Il ne l'avait pas choisi elle plutôt que moi. Il avait préféré éviter le malaise plutôt que d'être honnête. Et cela, je m'en suis rendu compte, était une forme de trahison. Il m'a demandé s'il pouvait faire quelque chose. Je lui ai dit que les lettres avaient été envoyées. Les alertes avaient été déposées. Le titre de propriété n'était plus menacé. La maison n'était plus un sujet de discorde. Quand il est parti, j'ai refermé doucement la porte derrière lui. Ni avec colère, ni avec tristesse. Juste avec la certitude tranquille de quelqu'un qui avait perdu l'espoir d'une famille et trouvé à sa place quelque chose de plus solide, eux-mêmes. Les jours suivants furent silencieux. Aucun appel. Aucun message de mon fils ni de sa femme. Je n'attendais pas d'excuses. Je n'attendais pas de compréhension. Mais j'attendais une réaction. Quand elle est venue, elle était calculée. Samedi matin, un coursier est arrivé. Une enveloppe blanche avec mon nom dactylographié. Sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur, une lettre d'une agence immobilière. Elle était adressée à mon fils et sa femme, pas à moi. Il y avait une copie carbone d'un formulaire interne demandant des documents pour une évaluation préalable à la vente de la maison. Ma maison. Je n'ai pas paniqué. J'ai appelé Diane. Elle m'a rejointe à mon atelier 1 heure plus tard. Elle a parcouru la lettre du regard et a juré à voix basse. Nous savions toutes les deux ce que cela signifiait. Ils testaient le système. Ils espéraient que personne ne s'en apercevrait. Encore une manœuvre discrète. Diane a appelé Ashley et lui a transmis les documents. Quelques heures plus tard, Ashley déposait une deuxième restriction auprès du bureau de la propriété. Elle a directement mis en demeure l'agent immobilier. Toute nouvelle demande d'information concernant la maison nécessiterait mon autorisation express, notariée et certifiée. Le mur autour de ma maison était désormais plus solide. Mais l'audace m'a choqué. Non seulement la tentative de m'effacer de l'acte de propriété, mais aussi le fait d'agir comme si je n'avais jamais compté. Comme si les années passées à construire cette maison, tout l'amour que j'y avais mis, pouvait être balayé d'un revers de main par une signature falsifiée. Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil léger. Dimanche après-midi, mon fils est revenu. Il n'a pas frappé. Il est resté planté devant la porte jusqu'à ce que je l'ouvre. Son regard était différent cette fois. Non pas du désespoir, mais plutôt une sorte de plan. Il m'a demandé si on pouvait parler. J'ai acquiescé sans l'inviter à entrer. Il est resté sur le perron. Il a dit que sa femme avait fait une erreur. Que les choses étaient allées trop vite. Qu'elle avait peur que je me venge et que je le dise à tout le monde. Il employait sans cesse des mots comme malentendu, erreur, problème de communication. Je n'ai pas dit grand-chose. J'ai laissé le silence parler de lui-même. Puis je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit ce que je gardais pour moi depuis le début. Tu savais. Tu l'as toujours su. Et tu as laissé faire parce que ça t'arrangeait. Il n'a pas protesté.
Il a dit qu'il n'avait jamais voulu en arriver là. Il a dit qu'il était fatigué. Il a dit qu'il était impossible de s'interposer entre sa femme et moi. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a changé pour toujours. Parce que j'ai enfin compris. Il n'avait pas été manipulé. Il n'avait pas été piégé. Il avait fait un choix. Non pas parce qu'il me haïssait, mais parce que me soutenir aurait exigé du courage. Et le confort était plus facile que le courage. Je l'ai remercié d'être venu. Puis j'ai fermé la porte, non pas avec colère, ni avec amertume, mais avec la certitude de quelqu'un qui avait vu la vérité et ne pouvait plus faire semblant de l'ignorer. Le brouillard matinal était épais lorsque je me suis dirigé vers le bureau de Diane, un sac de viennoiserie à la main et une douce résolution m'envahissant. Un pressentiment me disait que les choses n'étaient pas terminées. Et j'avais raison. Diane se tenait près de sa fenêtre quand je suis entré. Elle ne s'est pas retournée pour me saluer. Elle a simplement brandi un épais dossier et a dit calmement « Je crois que nous avons un problème ». Elle a étalé les papiers sur son bureau. Le premier était une impression d'un formulaire de préapprobation de près d'une banque régionale. Le nom de mon fils y figurait. Et le mien. Mais à côté de mon nom se trouvait une signature qui n'était pas la mienne. C'était une imitation grossière, bâclée et manifestement falsifiée. Diane avait extrait ces documents d'un système de surveillance des dossiers privés qu'elle utilisait pour certains clients. Quelque chose dans les activités de mon fils avait tiré la sonnette d'alarme. Il avait créé un compte en ligne sous un profil de copropriétaire. Il avait soumis de faux formulaires d'autorisation. Il essayait d'obtenir une ligne de crédit hypothécaire. Les documents comprenaient une pièce d'identité scannée. Mon ancien permis de conduire. Une facture d'électricité où mon nom était à peine visible. Juste assez pour paraître authentique à quelqu'un pressé, mais pas assez pour passer un vrai contrôle. Le visage de Diane était crispé. « Ce n'est pas de la simple manipulation, dit-elle. C'est criminel. » Je me suis assise. Mon estomac s'est noué, non pas sous le choc, mais sous l'effet d'une lucidité mêlée de lassitude. Ils ne se contentaient pas de m'éliminer de leur vie. Ils essayaient d'effacer mon existence sur les papiers. Nous avons appelé Ashley. Elle est venue au bureau de Diane cet après-midi-là, une mallette en cuir sous le bras, le regard perçant derrière ses lunettes. Elle a examiné les documents. Elle a pris son temps. Puis elle a déclaré clairement, « Il a créé une fausse piste d'autorisation. C'est un faux. S'il a soumis quoi que ce soit en ligne, c'est une fraude par virement bancaire. » Ashley a agi rapidement. Elle rédigea une plainte officielle auprès du service des fraudes de la banque. Elle déposa une déclaration auprès du procureur du district. Puis elle remplit un autre formulaire. Celui-ci serait déposé auprès du service des biens immobiliers, bloquant toute transaction ou réclamation utilisant mon nom ou mon adresse, sauf si je les vérifiais en personne. Un confinement silencieux. Mon fils n'en saurait rien jusqu'à ce qu'il tente d'aller de l'avant. Mais lorsqu'il le ferait, il se heurterait à un mur. Un mur infranchissable. Un mur de papier, bâti avec une précision chirurgicale. Diane était assise à côté de moi pendant qu'Ashley travaillait. Sa voix était douce. « Certains fils tiennent de leur mère, dit-elle. D'autres apprennent d'exemples différents. » Je n'ai pas répondu. J'ai simplement regardé par la fenêtre deux oiseaux se disputant des miettes sur le trottoir. J'ai repensé à mon fils, petit garçon courant sur ce même trottoir, son jean taché d'herbe et les coudes écorchés. Puis j'ai pensé à cet homme qui prétendait maintenant s'approprier mon nom comme s'il l'avait mérité. À la fin de la journée, tout était classé. Ashley s'était assuré que des copies soient stockées dans plusieurs systèmes, signalées par des alertes et sauvegardées avec les documents officiels. Je suis parti avec un dossier sous le bras et une sensation plus forte que la colère m'envahissait. C'était la lucidité. Il m'avait effacé des archives. Maintenant, je m'y réinscrivais.
L'invitation est arrivée par SMS de mon fils. Court, poli, presque trop poli. On a une réunion de famille samedi. J'espère que tu pourras venir. Il est temps de mettre les choses au clair. Je suis resté longtemps à fixer le message. Les mots « réunion de famille » restaient affichés à l'écran comme s'ils avaient encore une signification. Comme si j'appartenais encore à leur famille. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai transféré à Ashley. Elle a répondu en quelques minutes. Laisse-moi t'accompagner. Au cas où. Le samedi après-midi arriva sous un ciel gris et un vent glacial qui vous obligeait à resserrer votre manteau. Ashley est venue me chercher dans sa berline sombre et sobre. Elle avait sa mallette, son calme imperturbable et une copie certifiée conforme de la mise en demeure. La maison était exactement comme dans mes souvenirs. Volets blancs, porte rouge, une jardinière où les pétunias luttaient contre le froid. Mais tout était différent. Comme entrer dans une copie de sa propre vie, faite par quelqu'un d'autre. À l'intérieur, le salon était rangé. Coussins moelleux, bougies allumées, un plateau de fromage sur la table. Sa femme se tenait près de la cheminée, vêtue d'un pull ajusté, son sourire trop large. Mon fils nous a salués d'une poignée de main, son regard oscillant entre Ashley et moi. Il semblait nerveux. Ni confus, ni en colère, juste sur ses gardes. Nous nous sommes assis. Personne n'a touché à la nourriture. Sa femme a pris la parole. Sa voix était douce, comme si elle faisait une présentation. Nous savons qu'il y a eu des tensions ces derniers temps, et nous souhaitions vous inviter ici pour avoir une conversation ouverte et respectueuse. C'est aussi votre maison, dit-elle en désignant la pièce du regard. Ashley prit la lettre dans sa mallette. Elle ne haussa pas la voix. Ce n'était pas nécessaire. En réalité, cette maison appartient exclusivement à ma cliente, Margaret Helen. Elle demeure la seule propriétaire légale sur tous les documents officiels. Toute autre déclaration a été formellement contestée et consignée. Ceci n'est pas une discussion. Ceci est une confirmation. Un silence s'installa. Mon fils pâlit. Sa femme cligna des yeux une fois. Puis deux. Le genre de clignement que l'on fait quand tout s'écroule en plein milieu. Ashley poursuivit. Nous sommes également au courant de documents falsifiés soumis à plusieurs banques et institutions. Ces documents ont été signalés. Des mesures supplémentaires sont en cours. Mais pour l'instant, ma cliente se réserve le droit de porter plainte. La voix de sa femme baissa. Ce n'est pas comme ça que nous voulions procéder. Je l'ai regardé pour la première fois de la journée. Vraiment regardé. Et là, je l'ai vu. Les failles. La perte de contrôle. La prise de conscience que l'histoire qu'elle racontait s'effondrait. Mon fils a essayé de parler, mais s'est retenu. Il fixait le document, les poings serrés. Je me suis levé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de longs discours. J'ai juste dit, vous avez essayé de m'effacer de ma propre vie. Vous pensiez que je ne m'en apercevrais pas. Puis je me suis tourné pour partir. Ashley m'a suivi. À la porte, elle a marqué une pause et a prononcé une dernière phrase. Si vous tentez à nouveau d'intervenir, des poursuites judiciaires seront immédiatement engagées. Dehors, le vent était plus froid, mais l'air était frais, pur. Nous n'avons pas parlé pendant le trajet du retour. Je n'en avais pas besoin. Dans ce silence, quelque chose avait changé. Ils avaient voulu m'ensevelir sous les paperasses. Mais je leur avais montré que j'étais toujours là. Le lendemain matin, j'ai fait un simple sac pour la nuit et je suis entré une dernière fois dans la vieille maison. J'avais encore les clés. J'avais encore le titre de propriété. Mais la propriété et le sentiment d'appartenance sont deux choses différentes, n'est-ce pas? Sa femme était dans la cuisine, en train de faire la vaisselle avec une énergie démesurée. Mon fils était assis à table, les mains jointes comme un enfant qui attend une réprimande. Il ne disait rien.
Je suis resté un instant sur le seuil, laissant le silence s'installer entre nous. Puis je l'ai dit. Je vends la maison. Sa femme se figea. Mon fils leva les yeux. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Je poursuivis. Ce n'est pas par vengeance. Ce n'est pas pour punir qui que ce soit. C'est simplement parce que c'est à moi, et que je ne veux plus associer mon nom à des murs qui m'ont oublié. Je posai un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvait le contrat de vente, déjà signé. Ashley avait tout géré avec la précision dont seule une femme qui a tout vu peut faire preuve. La voix de mon fils se brisa. « Mais où vas-tu habiter ?» Je le regardai, sans méchanceté, mais sans douceur non plus. « Cela ne te regarde plus. » Il cligna des yeux et baissa le regard. Sa femme évitait mon regard. Je vis ses épaules trembler, mais je ne lui offris aucun réconfort. Le réconfort était épuisé. Il ne restait plus que la lucidité. Alors que je me tournais pour partir, je m'arrêtai. Il y avait une dernière chose à dire. La seule chose qui comptait. L'argent de la vente n'ira pas dans tes poches. Je vis sa femme se raidir. Mon fils expira lentement. Je poursuivis. J'ai transféré la totalité de la somme à une fondation. Un fonds pour les femmes de plus de 60 ans qui ont été manipulées, rejetées ou réduites au silence par leur propre famille. Il les aidera à trouver une assistance juridique, un logement et à retrouver leur dignité. Je n'haussai pas la voix. Je ne bronchai pas. Diane sera la directrice générale. Ashley a accepté de superviser le tout. Cette maison a créé une famille. Mais les familles se brisent lorsque l'amour devient conditionnel. Alors, je laisse tomber. Pas de menace. Pas de dispute. Juste un simple constat. Tu as créé une place en me poussant à la porte. Maintenant, je vais en créer une pour quelqu'un d'autre qui en a besoin. Je n'attendis pas de réponse. Je sortis et refermai doucement la porte derrière moi. Je descendis le chemin comme si je ne l'avais jamais emprunté. Le soleil s'était levé pendant que j'étais à l'intérieur. Je ne l'avais pas remarqué jusque-là. Le trottoir scintillait sous le givre matinal et mon souffle formait de la buée dans l'air froid. Mais j'avais chaud. Une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas regardé en arrière. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai cherché l'adresse de mon nouvel appartement. Petit, calme, à moi. Puis j'ai envoyé le communiqué de presse qu'Ashley avait rédigé. La fondation serait officiellement lancée cette semaine-là. Une annonce discrète dans un bulletin local. Rien d'ostentatoire. Mais je savais que quelqu'un le lirait. Et j'espérais qu'il ressentirait ce sentiment. Non pas de la colère, mais de la perte. Non pas parce que je leur avais pris quelque chose, mais parce qu'ils comprenaient enfin ce qu'ils avaient perdu. L'appartement était petit, mais baigné de lumière matinale. La fenêtre de ma chambre était orientée à l'est, et chaque lever de soleil inondait le rebord comme une promesse silencieuse. J'ai opté pour la simplicité. Un petit fauteuil de lecture près de la fenêtre. Une photo encadrée de moi seul au bord de l'océan, prise des années auparavant. Un plant de lavande dans un pot en terre cuite. Je l'ai appelé Miséricorde. Il n'y avait pas de télévision. Juste une radio, que j'allumais le soir pour écouter les stations locales. Surtout du jazz et les bulletins météo. Le calme était étrange au début. Pas un vide. Juste une nouveauté. Chaque matin, je préparais du thé, enfilais mes chaussures de marche et sortais. Le chemin derrière le complexe traversait un sentier étroit bordé de pins nains. Je faisais le même trajet chaque jour, saluant d'un signe de la main une femme qui courait en sens inverse avec son golden retriever. Nous n'échangions jamais un mot. Mais au bout de quelques semaines, elle me sourit la première. Certains jours, Diane venait me voir, apportant des viennoiseries et me parlant de la croissance de la fondation. Les dons étaient modestes mais réguliers.
Une lettre arriva d'une femme de l'Utah qui avait lu un article sur le fond dans le bulletin paroissial. Son histoire m'était trop familière. Elle avait écrit « Merci d'exister. Je l'ai lu 2 fois. » La vieille maison avait été officiellement vendue. Mon fils et sa femme avaient déménagé avant la signature de l'acte de vente, comme l'exigeaient les documents déposés par Ashley. Ils ne m'ont plus jamais donné de nouvelles. Ni appel, ni message. Le silence ne me faisait pas aussi mal que je l'avais imaginé. Ce n'était pas un sentiment d'abandon. C'était un sentiment d'espace. Le soir, je me mettais à écrire. Rien de formel. Juste des pages de souvenirs et de pensées assemblées dans un carnet à la couverture souple marron. Parfois, j'écrivais sur mon enfance. D'autres fois, sur le silence. Comment il peut être une arme ou un refuge, selon celle qui le porte. Un après-midi, un groupe de femmes de la ville m'a appelé. On avait transmis mon nom. Elles organisaient un séminaire sur les femmes âgées et l'indépendance. Elles cherchaient une intervenante ayant une véritable expérience. J'ai accepté sans hésiter. Ce soir-là, je me suis tenue à la fenêtre, le regard perdu sur le parking. Les lampadaires projetaient de longues ombres sur l'asphalte. Je ne me sentais pas insignifiante. Je ne me sentais pas effacée. Je me sentais simplement présente. Il y avait une paix profonde en cela. J'ai éteint la lumière, je me suis glissée dans mon lit et j'ai laissé le silence m'envelopper. Non pas pour me couper du monde, mais pour enfin entendre ma respiration. Un après-midi, en rangeant le meuble sous mon bureau, je l'ai retrouvé. La photo de la remise des diplômes de mon fils. Tout le monde était là. Mon fils, sa femme, même ma sœur, venue d'un autre état. Le cadre était toujours trop grand pour la photo, alors je gardais une marguerite séchée dans un coin, derrière la vitre. Mais cette fois, ce qui m'a frappé, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Ou peut-être avais-je refusé de le voir. Quelqu'un avait découpé la photo. Mon visage avait été découpé net. Ni déchiré, ni froissé. Juste chirurgicalement effacé, comme si je n'avais jamais été là, à leur côté. Je l'ai longuement fixé. Non pas par choc. Ni même par tristesse. Juste par reconnaissance. Je n'ai pas pleuré. Je ne l'ai pas jetée. J'ai simplement retiré la photo et l'ai mise dans une pochette en tissu. Je l'ai rangée dans une boîte en bois au fond de mon placard. Dans cette boîte, il y avait de vieilles clés. Un ruban du concours d'orthographe de mon fils en CM2. Une carte d'anniversaire signée seulement par son enfant. Aucune mention de grand-mère. Juste un dessin au crayon d'un ballon. J'ai refermé la boîte doucement. Ni colère, ni tristesse. Juste le calme. Les gens pensent que la guérison est bruyante. Que ça arrive comme le tonnerre. Mais parfois, ça se fait discret, comme une respiration. À peine perceptible. Silencieux et lent. Mais quand ça arrive, ça change tout. Je n'ai jamais oublié mon fils ni sa femme. J'ai simplement choisi de ne pas construire ma vie autour de ceux qui m'avaient exclu de la leur. Il y a de la force à lâcher prise. Non par vengeance. Non par orgueil. Mais pour y voir clair. Pour la paix. Ce printemps-là, j'ai planté de la lavande sur le rebord de ma fenêtre. Elle a poussé de façon irrégulière, penchée vers le soleil. Mais elle a poussé. C'était suffisant. Je n'ai pas regardé en arrière. Pas une seule fois. Si cette histoire a trouvé un écho en vous, je vous remercie de l'avoir écoutée. Tant de femmes traversent des années de silence avant de finalement s'affirmer. Avez-vous déjà eu le sentiment d'être effacé? Non pas par les paroles des autres, mais par le fait qu'ils ne vous aient pas traité comme si vous comptiez? Je vous invite à partager. Ou simplement à y réfléchir. Votre histoire, comme la mienne, a du poids. Et parfois, en la racontant ou en l'écoutant, nous recommençons à grandir. Tranquillement. Progressivement.
À notre rythme.